Olá, bom dia a todas e todos. É um grande prazer poder participar neste evento franco-brasileiro e apresentar então uma parte da minha pesquisa. Me chamo Thomas de Forner, eu sou francês e atuei como professor leitor de francês durante 3 anos na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e em parceria com a Embaixada da França. E a partir desta experiência profissional sobre o ensino e a aprendizagem do francês como língua estrangeira, que se fundamentam as raízes do meu trabalho, mergulhando fora do familiar, cruzando várias culturas, línguas e identidades no meu caminho e ainda mais na universidade. Hoje eu sou doutorando em segundo ano de co-tutela de tese entre a Universidade de Bordeaux, na França, sob a orientação do professor Pierre Escudé, e a Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor Francisco Calvo del Olmo. Je travaille sur l'intercompréhension entre langues romanes. Alors c'est vrai que ça a l'air compliqué comme ça de prime abord, pourtant je suis quasiment certain que vous avez réussi à comprendre, bien sûr dans les grandes lignes, ma petite présentation en portugais. Mon accent français déjà vous aura aidé peut-être à comprendre le sens de mon discours, et c'est vrai que c'était peut-être plus difficile pour les autres finalement. Mais il n'empêche que la proximité linguistique entre le français et le portugais est gage de transparence, puisqu'ils partagent entre eux et avec les autres langues de la famille néo-latine une origine commune qui est le latin, et donc un développement historique parallèle marqué par des échanges réciproques et une coexistence séculaire. Donc tout cela aide déjà le processus d'intercompréhension entre celles-ci, puisqu'on va chercher à tirer parti des points communs, donc au niveau du lexique, de la morphosyntaxe, des correspondances phonétiques et de l'orthographe aussi. Bref, à profiter des zones de transparence dans ce continuum romanophone pour comprendre et interagir. Donc l'intercompréhension, avant toute chose, c'est une pratique ancestrale de communication qui favorise la création d'une conscience plurilingue dans la communication en privilégiant l'interaction sociale, puisque chaque interlocuteur parle ou écrit dans sa langue maternelle ou alors dans une autre langue avec laquelle ils se sentent à l'aise, chacun essayant de comprendre la langue de l'autre. Alors c'est vrai que dans une rencontre internationale comme celle d'aujourd'hui, le recours à l'anglais pour communiquer les uns avec les autres est généralement et de plus en plus monnaie courante. Ce n'est pourtant pas l'unique moyen de communication possible, et regard croisé franco-brésilien oblige, le français et le portugais sont donc à l'honneur aujourd'hui. L'intercompréhension, elle relève de la communication exolingue, c'est-à-dire un acte de communication qui se produit entre des personnes ou des groupes de personnes qui ne partagent pas la même langue maternelle et consiste donc à ce que chacun puisse utiliser la langue de son choix pour interagir. Déjà, ça a le mérite d'éviter l'incommunication, l'échec de communication pure et simple, avec le recours d'un interprète pour y remédier. Il ne s'agit pas non plus qu'un des locuteurs impose sa langue à l'autre ou que chaque interlocuteur utilise une langue tierce pour communiquer. Dans le scénario de l'intercompréhension, le concept d'intentionnalité, il est fondamental, puisqu'on cherche à comprendre et à se faire comprendre, et pour ce faire, on a besoin d'ajuster à la fois notre attitude, notre registre de langue, le vocabulaire, mais aussi une certaine capacité à négocier la communication, sans hésiter donc à reformuler que ce soit une phrase, un mot ou une expression. Cela donc entraîne à la fois un gain en efficacité, puisque chaque locuteur met à sa disposition toutes les ressources expressives qu'il a par rapport à sa langue maternelle, mais aussi aux autres langues qui composent son répertoire plurilingue, et on a aussi une plus-value en équité. En somme, personne n'impose sa langue et chacun fait un effort pour s'intercomprendre dans le respect mutuel. L'intercompréhension, bien que millénaire, elle a tardé à être scientifiquement étudiée et théorisée. On sait que sur le plan terminologique, il revient à Jules Ronjat d'avoir employé le terme intercompréhension le premier. C'était en 1913 dans son essai de syntaxe des parlers provençaux modernes. Mais ce n'est qu'à partir des années 1990
qu'on va trouver les premières initiatives d'application didactique, d'abord en Europe et surtout parmi la famille des langues romanes. Ce qu'il faut bien comprendre, à mon avis, c'est qu'on a cherché, dans le domaine de l'enseignement et l'apprentissage des langues, à didactiser cette pratique intuitive de communication et donc à conceptualiser cette pratique-là comme une méthodologie pour apprendre à apprendre d'autres langues de la même famille, toujours en partant de sa langue maternelle et des autres langues qui composent notre répertoire et notre compétence plurilingue. Car oui, il ne faut pas l'oublier, l'être humain est potentiellement plurilingue et la compétence langagière de l'être humain, elle est fondamentalement plurielle. C'est pourquoi l'intercompréhension, on le voit, c'est une notion qui interroge et qui reconfigure beaucoup de fondements théoriques, de concepts, d'orientation didactique et de finalité d'apprentissage. Parce qu'elle soulève en définitive la question de déterminer ce qu'est une langue comme entité distincte par rapport à une autre langue. On comprend donc aussi pourquoi elle a tardé à être didactiquement expérimentée et pourquoi elle rencontre encore aujourd'hui beaucoup de réticences. Parce que cette habilité à tisser des ponts, à croiser les regards et donc elle va démystifier et aller à l'encontre de certains mythes et certains préjugés concernant l'apprentissage et l'enseignement des langues. Par exemple, pour en citer quelques-unes, les langues vivantes étrangères, elles devraient s'apprendre de manière séparée et cloisonnée, puisqu'elles seraient sans contact les unes avec les autres et surtout dans un rapport de hiérarchie. Ou alors, apprendre une langue étrangère, une langue vivante étrangère, ce serait apprendre à employer toutes les compétences simultanément afin d'atteindre le niveau idéal et surtout idéalisé d'un locuteur natif. Donc, d'une certaine manière, on peut comprendre ces représentations hâtives. Elles ne sont pas en soi illégitimes, puisque c'est le monolinguisme qui s'est imposé, du moins qui a été imposé, dans les cultures européennes et donc dans les anciennes colonies, par l'institutionnalisation des langues nationales dans la construction des États-nations. Bien sûr, au détriment de cette réalité plurilingue, qui est assimilée encore aujourd'hui d'une certaine manière comme une exception minoritaire qu'il faut contrôler et dont il faut se méfier. À partir de là, et contre cette tendance, on a en 2009 par exemple le cadre des approches plurielles des langues et des cultures qui a été publié par le Conseil de l'Europe sous la direction du professeur Candelier, qui définit l'intercompréhension comme la manière de comprendre et de se faire comprendre entre les langues d'une même famille en utilisant des stratégies cognitives et métacognitives en bénéficiant alors de ces ponts et de ces leviers entre ces langues. Pour autant, et je pense qu'il est important de lever l'ambiguïté de suite, l'intercompréhension, elle ne prétend pas remplacer toutes les autres méthodologies traditionnelles et déjà consolidées de l'enseignement des langues, si vous voulez. Mais elle va plutôt chercher à les compléter, à les surpasser, sous réserve plutôt de suivre certaines stratégies et donc de démystifier l'idée que le mélange des langues est une pratique blâmable. Aujourd'hui, par contre, c'est vrai que, et de plus en plus, l'intercompréhension est reconnue comme un outil didactique et pédagogique pour l'enseignement des langues. On le voit au sein des communautés académiques, et comme en témoignent par exemple les initiatives, les projets et surtout les publications scientifiques, que ce soit en Europe, en Amérique latine ou ailleurs dans le monde. Cependant, les fondements épistémologiques et historiques de l'intercompréhension y demeurent encore peu documentés. Peu d'études ont été réalisées à ce sujet, du moins d'après mes connaissances et d'après mes recherches. C'est pourquoi ma thèse, elle vise à combler cette lacune en constituant une anthologie plurilingue des sources de l'intercompréhension au tournant des 19e et 20e siècles, c'est-à-dire au moment même où la linguistique, elle se constitue en tant que science. Donc, quels discours ont été formulés sur cette période autour de la perception de la proximité et de la distance entre langue romane et en langue romane? Quelles représentations de la langue et des langues, de l'individu et de la société y sont associées? Et quelle proto-histoire de l'intercompréhension est-ce qu'il est possible de retracer? Ce sont ces questions qui orientent actuellement mes travaux et auxquelles ma thèse va
essayer de répondre, considérant surtout que l'intercompréhension est à la fois un défi et une réponse aux enjeux du monde de l'éducation actuelle. Par contre, ce qui me semble du moins un point crucial à aborder, notamment dans le cadre de cette journée jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est la question de la corrélation entre l'intercompréhension et l'internationalisation des études supérieures, ainsi que la question de la coopération. C'est pourquoi ma communication, à partir des grandes lignes de ma recherche, elle visait plutôt à exposer les orientations méthodologiques pour promouvoir la coopération entre locuteurs romanophones au moyen de l'intercompréhension en milieu universitaire. En somme, quelle coopération est-il possible de tisser par l'intermédiaire de l'intercompréhension pour bâtir une société plurilingue et plus inclusive? En soi, les stratégies mises en œuvre par l'approche intercompréhensive, elles sont tournées vers la coopération. C'est comme une porte ouverte au dialogue, à l'échange et à l'entente. Par exemple, les actions qui ont été développées à l'UFPR, donc au Brésil, à Curitiba, depuis plus d'une décennie, elles illustrent cette synergie de l'intercompréhension. En 2007, la visite du professeur Jean-Pierre Chavagne de l'université Lumière Lyon 2 pour présenter la plateforme Galanet marque vraiment le point de départ du parcours d'intégration de l'intercompréhension à l'UFPR. Parce que c'est à partir de cette action de coopération franco-brésilienne qu'on a d'abord une équipe d'enseignants des filières de lettres de l'UFPR qui va se former à l'approche intercompréhensive, qui va rejoindre un réseau international de recherche et en conséquence développer des actions de vulgarisation, d'enseignement et de recherche. Aujourd'hui, on a plusieurs disciplines qui sont intégrées au sein du curriculum des filières de lettres. Et plus récemment, c'est ce qui m'intéresse ici, ce que j'ai cherché à partager avec vous, c'est qu'on a pu observer que les dernières actions autour de l'intercompréhension à l'UFPR, elles se sont internationalisées. Elles ont été l'œuvre de collaboration entre plusieurs enseignants-chercheurs, notamment faisant partie du réseau Myriadi. Mutualisation et innovation pour un réseau de l'intercompréhension à distance. Par exemple, un des derniers séminaires au niveau de la postgraduation, donc niveau master et doctorat, a été proposé en septembre 2020 en intercompréhension et sur le plurilinguisme, et ça a été le fruit vraiment d'une véritable collaboration interuniversitaire en distanciel au regard de la pandémie. Chaque professeur-chercheur communiquait dans sa propre langue maternelle. Cette modalité de cours, elle a en effet permis de faire appel et de bénéficier en synergie et en intercompréhension des savoirs et des compétences d'une certaine communauté internationale de chercheurs et de chercheuses qui œuvrent pour l'innovation de l'intercompréhension dans plusieurs universités à la fois européennes et brésiliennes. Et on retrouve aussi finalement cette même synergie au niveau de la recherche universitaire, puisque résultant de cette mutualisation des connaissances et des regards croisés, de plus en plus de mémoires et de thèses s'insèrent dans des accords bilatéraux de coopération académique, comme par exemple le double diplôme de master de lettres qui est proposé entre l'Université Grenoble-Alpes et l'UFPR de Curitiba au Brésil. Et d'ailleurs, outre ma recherche en co-tutelle entre Bordeaux et Curitiba, il y a d'autres co-tutelles ou co-directions de thèses relatives à l'intercompréhension qui sont en cours d'élaboration en ce moment. Je pense notamment à la thèse de Teura Fernandez Vailati entre donc l'Université de Grenoble et l'Université de Curitiba. Il y a aussi Sueder Santos de Souza entre l'Université fédérale du Paraná et l'Université d'Aveiro au Portugal. Donc tout cela montre qu'en explorant et en tirant parti des éléments facilitateurs, de ces ponts de communication entre locuteurs de même langue, de langue du moins du même continuum, l'intercompréhension elle permet d'enclencher vraiment un cercle vicieux, qui est une alternative éthique valorisant une certaine citoyenneté qui est à la fois fière de ses origines, mais aussi ouverte aux pluralités d'un monde qui est de plus en plus globalisé. Et cela, en somme, montre qu'il est possible d'apprendre, dans le respect de l'autre, à s'intercomprendre et à mieux vivre en langue.
Donc, en tant qu'outil partagé pour la coopération académique, l'intercompréhension prouve que l'internationalisation, elle ne passe pas nécessairement et uniquement que par l'anglais. Voilà. Donc, j'espère que ma présentation, elle vous aura plu et intéressé. Obrigado pela atenção de vocês e até logo.